justement, ces défis pour la Chambre de commerce et d'industrie régionale, comment vous pouvez y répondre? Disons, nous avons identifié principalement 3 défis majeurs pour structurer notre action. Il y a le défi de l'écologie et de la transformation écologique, de la transformation numérique. Ça, c'est un premier défi. Et énergétique, bien sûr. Le deuxième défi, c'est celui de la croissance des entreprises par la performance et par l'innovation, parce qu'en fait, il faut des entreprises attractives. Et le troisième, c'est celui des ressources humaines, du recrutement et de la formation, mais aussi, voire de la disparition du salariat, pour reprendre des idées contenues dans le livre de Johnston, qui imagine que le salariat va disparaître. Voilà. On va reparler avec lui. Mais c'est à plus long terme. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour y répondre? D'abord, les CCI de Nouvelle-Aquitaine, je rappellerai que c'est à peu près 1300 collaborateurs qui sont répartis sur tout le territoire. C'est 800 chefs d'entreprise comme moi et comme les autres présidents de chambre, mais pour les chambres de commerce, c'est 800 chefs d'entreprise répartis sur tout le territoire qui s'impliquent et s'engagent pour accompagner le développement des entreprises de leur territoire. Et donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous essayons, nous, avec notre fibre de chef d'entreprise, de guider les permanents des chambres, les salariés des chambres, dans les actions menées. Et là, nous avons, par exemple, sur le premier défi, nous essayons de donner envie aux entrepreneurs de s'engager dans l'éco-responsabilité. Alors, c'est des actions de sensibilisation, mais c'est aussi des actions de valorisation des chefs d'entreprise qui s'en sortent, ou qui réussissent. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est une illustration de cela. Sur le deuxième défi, pour faire grandir les entreprises par la performance et l'innovation, Philippe Coy en parlait tout à l'heure, puisqu'en fait, même si les buralistes sont en général de petites entreprises, ce sont des commerçants, et donc ils sont des ressortissants des chambres de commerce. Et les commerçants en général sont aujourd'hui confrontés à une problématique de la vente en ligne, concurrencée par la vente en ligne, et donc il faut les aider à déployer le numérique et la vente en ligne pour venir compléter leur chiffre d'affaires physique par du chiffre d'affaires réalisé par la vente à distance. Ça, c'est un exemple. Et puis, il nous faut aussi, je ne peux pas tout citer, si vous voulez, tout ce qu'on fait. Pas ce soir. Voilà, pas ce soir. Il nous faut surfer aussi sur tous les programmes nationaux, qui sont nationaux et régionaux, qui sont lancés pour accompagner le développement des entreprises ou pour accompagner le passage des transitions. Aujourd'hui, on a le programme France 2030 doté de 54 milliards d'euros. Il faut que nous, les CCI, nous aidions les entreprises à s'impliquer dans ces programmes. Et ce n'est pas simple, parce que c'est conçu. Alain Rousset n'est pas là, mais on lui dira quand il va arriver. On nous a annoncé son arrivée, mais il a on va aller au cocktail. C'est conçu depuis Paris, vu d'en haut, et on a du mal à comprendre comment diffuser tout cela auprès des PME et des PMI. Et donc notre rôle est là en particulier. C'est aussi développer le concept d'accélérateur d'entreprise, c'est-à-dire prendre une grande entreprise et les relativement homogènes et les accompagner à passer une étape, à grandir. Voilà. Bon. Sur le dernier enjeu qui est lié au recrutement, à l'emploi, notre moyen ou nos moyens, c'est de rendre les entreprises plus attractives, c'est aussi de travailler aux écosystèmes qui entourent les entreprises. Nous avons des centres de formation, beaucoup de CFA, des écoles de management. Peu de gens le savent, mais par exemple, HEC, ce n'est pas ici, mais Kedge, c'est ici, où les écoles de commerce, en fait, ont été créées par les chambres de commerce et d'industrie il y a fort longtemps déjà. Mais nous avons aussi des écoles plus spécialisées, comme l'école de design des Landes. Nous avons aussi des écoles d'ingénieurs à Limoges, à Bayonne, avec l'Estia. Et autour de ces centres de formation, notre enjeu aujourd'hui, c'est de développer des écosystèmes qui favorisent l'innovation et la création d'entreprises innovantes. À Bayonne, à l'Estia, par exemple, on a un centre formidable où, autour de cette école d'ingénieurs, se développent il y a une pépinière d'entreprises, il y a des entreprises, il y a des plateformes technologiques, de transfert de technologie entre le monde de la recherche et le... Voilà. Bon, je pourrais donner d'autres exemples. Merci Jean-François. Un petit mot, si vous voulez bien, Laurent Melin et M. Lucas. Qu'est-ce que vous retenez? S'il n'y avait qu'un exemple demain, si vous deviez dire à un collaborateur ou à un collègue, hier j'ai entendu cette histoire, c'est incroyable, elle m'inspire, vous gardez laquelle? Et après on fait un petit débrief avec Jean Stone. Moi je les garderai toutes. Non, mais je les garderai toutes simplement parce que j'ai entendu des témoignages ici d'entreprises qui ont été capables de s'adapter. Et je crois que le maître mot, il est là aujourd'hui. Hein. C'est s'adapter où il y a les entreprises, en règle, toutes les entreprises, qu'elles soient artisanales,
qu'elles soient commerciales, qu'elles soient dans le domaine de l'agriculture, elles ont su s'adapter au même titre que tout le monde. Et du coup, vous voyez, c'est pas évident d'être chef d'entreprise avant d'être premier vice-président de la Chambre. Et que pour autant, on a besoin dans nos entreprises. Donc, je vais vous laisser parler, je vais reprendre derrière. Excusez-moi. Allez-y. On est entre nous. Oui. Donc alors attention, trichez pas, vous faites pas comme lui. Vous ne dites pas toutes. Vous n'avez pas le choix. C'était pris. Mais le bon exemple. Mais je réponds à la même question. Voilà. Alors, choisir un exemple. Enfin, moi, ce que je voudrais dire dans tout ce qu'on avait aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, les entrepreneurs ont pris du risque. Et je crois que la notion de prise de risque, elle doit être remise en avant aujourd'hui, parce que quand on veut évoluer, quand on veut s'adapter, à un moment donné, on prend du risque dans une société qui prend de moins en moins de risques. Le citoyen, aujourd'hui, il ne veut plus prendre de risques, il veut être dans une zone de confort. Quand il mange, on le voit bien, il ne veut pas assumer de risques, il veut aucun problème, aucun accident. Chaque fois qu'il y a un pépin, il faut trouver un responsable. Et en même temps, on demande aux entrepreneurs et à nous tous, quelle que soit la catégorie, de prendre de risques parce qu'il faut évoluer, il faut assumer la transition et il faut qu'on fasse bouger nos modes de production. Et donc, qui prend le risque là, c'est l'entrepreneur. Et comment est-ce qu'il est accompagné là-dessus? Et je crois qu'il faut qu'on travaille un peu justement, enfin d'une part que le risque soit mieux reconnu et qu'on travaille un peu l'accompagnement du risque. Et ça, en agriculture, on le voit fortement aujourd'hui. Les agriculteurs sont prêts à évoluer. Alors c'est vrai que j'entendais Jean Viard qui parlait d'efforts. C'est vrai que très souvent on dit mais les agriculteurs font des efforts comme les entrepreneurs font des efforts pour s'adapter. C'est vrai que c'est un terme qu'on peut dire, mais moi je préfère entendre ils ont pris des risques. Certains ont pris des risques, ça a marché, ça n'a pas marché, mais il y en a qui acceptent de prendre le risque. Et donc c'est ce risque qui doit être accompagné, reconnu. Et s'il y a un problème parce que ça ne marche pas, comment est-ce qu'on fait pour l'accompagner? Parce qu'un agriculteur comme un artisan, quand on prend du risque pour faire évoluer nos modes de production, si on se prend 30 ou 40% de baisse de production dans la vue, ce qui peut arriver, derrière, c'est le revenu qui disparaît, voire plus que ça. Et donc je crois qu'il faut accompagner cette prise de risque, et là, il y aura des transitions possibles, des évolutions possibles, et ça pourra aller beaucoup plus vite. Alors, je ne retiens pas une seule entreprise, mais je retiens en tout cas un concept. On a gardé le mot risque, on avait le mot adaptabilité. Vous avez pris un risque, vous êtes lancé, vous relancez, monsieur Molin, c'est parti. Elles ont su s'adapter, je disais, donc, et elles sont surtout ouvertes à la formation. Elles sont ouvertes à ce rapprochement avec ces valeurs humaines, ce qui sont vraiment les valeurs de l'artisanat, et qu'à travers tout ça, ça ne peut être que bénéfique. Et ce que je retiens surtout, c'est que les témoignages qu'on a vus aujourd'hui, c'est des chefs d'entreprise qui sont peut-être, j'ose le dire, un petit peu haut de gamme. Et nous, on a peut-être dans notre réseau des entreprises qui n'ont peut-être pas le temps, peut-être pas les compétences, mais on a surtout des services, en tout cas avec, je le redis, une offre globale de services qui sont capables d'accompagner tous ces porteurs de projets qui auraient besoin de se développer, et quel que soit leur endroit sur le territoire. Et je crois que c'est le message qu'il faut faire passer. Merci. Jean Stone, alors, on vous a eu avec beaucoup d'envie, d'appétence, et je crois que tout le monde y a déjà compris les rendez-vous, semble-t-il, pour en parler un peu plus, et on va revenir vers Jean-François Clédel. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ce qu'on vient de voir? Moi, je retiens essentiellement beaucoup de choses, mais deux choses pour résumer. Oui. Ce qu'a dit notre ami buraliste, là, c'est très important. Une idylle est née aujourd'hui, oui. Vous êtes les témoins. Le buraliste, Philippe Coy a rencontré Jean Stone. C'est très important. Parce que c'est dans plein d'autres domaines. Il faut penser l'opportunité. Moi, je parlais pas des buralistes, mais des supermarchés. Les hypermarchés, chez Auchan, Leclerc, Carrefour, il y a 8 millions de Français différents qui rentrent pour chacune de ces marques, voyez-vous. Pour l'instant, ils leur vendent des produits. Mais il y a des tas d'autres choses à faire avec ces gens-là, à partir du moment où vous avez les gens qui viennent chez vous. Et donc, raisonner non pas en termes de produits à vendre, mais en termes de gens qui passent chez vous, ça, c'est le début de la sagesse. Et je pensais, par exemple, la Poste, c'est la même chose. La Poste, aujourd'hui, ils font plein de choses. Ils ont bien compris que le courrier, c'était mort à l'époque d'Internet. Donc, c'est le même problème que pour les buralistes, le même problème que pour les hypermarchés. Et donc, il faut raisonner. Des fois, on a des ressources dont on n'est pas conscient. Voilà. Et ça, c'est pour ça que cet exemple m'a frappé. Et puis, les deux agriculteurs, enfin, l'agriculteur a su fabriquer des semis. Ça aussi, c'est très important. Par rapport à tout ce qui est, bon, j'ai pas eu le temps de parler, mais tout ce qui est permaculture, tout ce qui est autre façon, justement, il a parlé de l'épuisement des sols, etc. Et là, c'est toujours cette idée, c'est pas pour rien que j'ai montré très vite le livre de Gunther Pauli, soyons aussi intelligents que la nature. La nature n'a pas de poubelle, mais il faut aussi regarder comment la nature fonctionne.
le biomimétisme, ce genre de choses. Il y a plein de choses à apprendre de la nature. Et effectivement, en Occident, on a été extrêmement carré. On va faire tac, tac, couper le réel en tranches, ça s'appelle le réductionnisme. Maintenant, il faut revenir à une vision plus globale du monde et plus globale des différentes activités. Et ça, je pense que c'est un message qu'on a bien vu dans plusieurs interventions, pas seulement le deux que je cite, mais également avoir une vision globale. Quand Madame parlait, par exemple, de l'humain, etc., aussi de Agen, parce que c'est intéressant de voir que le problème, c'est pas elle seulement de recruter, mais c'est qu'il faut que la ville d'Agen soit attractive. Oui. Donc, il faut s'associer avec la ville. Oui, il y a plein de trucs comme ça. On passe d'un monde, en quelque sorte, fractionné et réductionniste à un monde beaucoup plus globaliste où il y a des liens qui se tissent à des tas de niveaux différents. Voilà. Merci. Allez, le dernier mot à Jean-François Clédel, vite, parce que j'ai promis au CK, l'organisateur dont je salue la présidente et le directeur qui sont à la salle, que je rendais les clés à moins le quart. Très rapidement, ça va être très simple. Moi, ce que j'ai retenu, en fait, c'est qu'on fait face à des défis majeurs que sont le changement climatique, d'une part, des défis d'ordre sociologique, d'autre part, qu'on est dans un monde extrêmement volatile. Mais en fait, on a eu des exemples, je trouve, extraordinaires d'antifragiles. Et donc, pour moi, je sors de là en me disant, en fait, il suffit d'y croire. Merci, il suffit d'y croire. Merci beaucoup. On remercie évidemment toutes les personnes qui nous ont suivis. Pour ceux qui auront envie de le partager, ça va être sur les réseaux sociaux. Très rapidement, vous suivez GENA 2022. On remercie la SAFER, Bordeaux Place Financière et Tertiaire, ce qui a été fait par notre ami du Crédit Agricole, qu'on remercie de nous recevoir, EDF, le Crédit Agricole, les vins de Bordeaux-Aquitaine, c'est pour la suite, c'est maintenant. C'est l'occasion de vous dire qu'il y a un petit verre avec vous. Et puis on remercie Sud-Ouest, que j'ai l'honneur de représenter ce soir, d'être partenaire de ces rencontres. On est ravis, en tout cas, tous les ans de vous retrouver. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée.